Bonjour tout le monde, bienvenue au 8e cours de composition d'images. On va regarder les fonctions avancées d'After Effects, espace 3D, la composition de séquences 3D, aujourd'hui. Donc commençons sans plus tarder avec l'espace 3D. Donc After Effects nous permet de faire du 3D avec nos calques. Ceci permet un tas de triches et d'effets visuels. Pour activer le 3D dans un calque, il s'agit de cliquer sur l'icône 3D qui se trouve en haut dans la composition. Donc, une fois 3D activé, on peut maintenir, déplacer, pivoter, changer la grandeur de l'axe des Z. Donc, j'ai fait de ce pas et je vais créer une nouvelle composition que je vais appeler 3D. Je vais la mettre en 1920 par 1080. Et donc voilà cette nouvelle composition. Donc vous allez voir ici, je vais juste rajouter pour les biens de la démonstration un solide rouge ici comme ça. Et vous allez voir ici que j'ai un petit cube au-dessus de mon calque et je peux cliquer dessus et ça active l'option 3D. Et vous voyez que quand je fais ça, il y a un axe bleu qui apparaît, l'axe des Z, donc l'axe des profondeurs. Donc on peut savoir maintenant, on peut déplacer le calque en X, Y, enfin Y et X, là je faisais X, Y, et aussi en Z. Donc si je déplace en Z, il y a de la perspective. Et oui, aussi si je fais des rotations, donc je peux venir faire une rotation en Y et ou tous les axes, et vous voyez vraiment ici que ça utilise, dans le fond, si je fais une rotation sur les Z, c'est comme on avait d'habitude, mais si je fais une rotation sur les X et sur les Y, j'obtiens un effet 3D. Donc, c'est tout simple, on a juste besoin d'activer ça ici dans notre calque pour avoir un layer 3D que l'on peut manipuler par la suite. Donc, animé en 3D, on va faire quelques petits tests. On va commencer par prendre la séquence carrier.mp4 et la séquence planefront et la mettre dans notre calque, dans notre composition, pardon. Donc, je dis carrier et planefront. Donc, carrier, je vais faire une recherche ici, carrier, et je vais la mettre ici, et planefront, donc planefront, il y en a deux, je vais élargir un petit peu la colonne ici, planefront, et donc je vais la mettre ici, et donc on se retrouve avec ces deux séquences-là dans notre composition. Celle-ci a été éditée, la source, au départ, mais je vais la mettre à l'entièreté de la durée qu'elle avait. Donc voilà, je vais justifier au départ, dans le début de la séquence. Donc, enlever les fonds verts dans les deux séquences. Donc, on se rappelle de tout ça, c'était avec quoi? Ben, on va dans nos effets et presets ici et on écrit Keylight et on a notre Keylight Keying et donc on va le mettre sur nos deux séquences en prenant soin de choisir le vert comme couleur que l'on veut enlever dans nos différents calques. Donc, on retrouve les deux avions isolés sur fond noir. Placer le plane front en arrière du carrier. Donc en arrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire en dessous. Donc voilà, on voit que l'avion est comme un petit peu en dessous de l'autre. Utiliser l'effet de time pour réduire la vitesse de la séquence ou même la freeze 600%. Donc l'effet de time. Donc j'imagine utiliser pour réduire la séquence. Donc on va utiliser ici, bouton droit, time. Et il y a time remapping qu'on a déjà vu, mais je vais aller dans time stretch. Et je vais faire 600% pour donner plus de longueur, donc ça va durer plus longtemps. Et je vais faire la même chose ici. Time stretch et 600%. Donc voilà. On met le plane side 2 comme s'il suivait le carrier. Donc là, dans le fond, on veut utiliser le plane qu'on appelle plane front. On veut le mettre en arrière comme s'il allait se ravitailler sur l'avion. Donc, évidemment, pour ça, si on regarde, si on fait play, on sent déjà qu'il y a un déplacement ici, mais il n'est peut-être pas le même. Et donc, on va faire un exercice un peu plus... justement, tiens, on va faire ça. Dans le fond, oubliez l'effet de time warp qu'on a mis sur carrier, pardon. Donc, allez dans time et time stretch et remettez-la à 100%. Okay? Et pour le plane front, on va tout simplement venir faire time et on va faire freeze frame. Donc là, à ce moment-là, si j'isole mon plane front, vous allez voir que il se déplace plus du tout. OK? Bon, il manque les touches que je pèse, là. Attendez une seconde. Bon.
Donc voilà. Fait que donc maintenant, si je révèle les deux avec le carrier, vous allez voir que le carrier se déplace et pas l'avion. D'accord? Donc là, l'exercice consiste à quoi? Bien, à faire qu'on va donner l'impression que l'avion en arrière, je vais barrer ici mon carrier pour pas l'influencer, juste pour travailler sur lui. Et on va faire qu'il suit. Donc si on travaille en 2D, il faudrait faire des clés pratiquement de scaling. Il faudrait faire un et de position. Et il faudrait faire qu'à la fin, il est beaucoup plus gros, comme ça ici. Hein, et peut-être le déplacer un peu. Et on aurait une impression qu'il suit. Okay, ça, c'est une façon de le faire. Mais, comme je mentionnais, on veut travailler en 3D. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le 3D pour le faire. Donc, pour l'animer, pour qu'il suive, on va le faire à la place en 3D. Donc, je vais enlever mes clés ici. Et je vais aller dire à cette layer-là, tu es en 3D. Okay? Et donc là, au lieu d'animer tout ça, tout ce que je vais faire, c'est que je vais l'animer en Z. Donc, je vais aller faire une clé sur les positions et je vais même m'assurer. Ouais, je préfère animer les positions comme ça. Mais à la place, je vais venir faire bouton droit et je vais faire Separate Dimension. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va séparer les différents axes et je vais animer juste celui de Z. Donc, on va aller à la fin ici comme ça. Et on va juste déplacer sur l'axe des Z l'avion vers l'avant. Donc voilà. Je peux aussi faire une clé sur les X pour un peu plus le centrer, mettons, si je veux. Et suivre un peu plus la barre. Là. Vous voyez la petite barre ici, mettons, là, je pourrais me fier là-dessus. Bon, elle finit à la fin un petit peu plus en bas à droite. Donc je vais le déplacer ici comme ça. Oups, attention, être sûr d'être sur vos clés quand vous faites ça. Donc je vais le déplacer un peu plus ici. Voyons voir. Ouais. Donc, c'est sûr que si on fait ça, il n'y a pas le problème qu'on va avoir. Ça fonctionne très bien pour l'animation. Le problème qu'on va avoir, par contre, c'est qu'il n'y a pas de changement de perspective. Et oui, parce que c'est un layer 2D. Donc, c'est normal que votre avion semble plat. Qu'on ne voit pas, tu sais, comme le côté, comme le carrier, quand il avance, on sent le côté parce que c'est en 3D, tandis que l'avion en arrière, non. Mais bon, c'est juste pour vous faire comprendre un petit peu l'idée d'un déplacement 3D. Donc, évidemment, si on enlève le freeze frame, si je retourne dedans et je fais time et je time stretch et je le remets à 100%, et que je fais bouton droit dessus et que je fais time freeze frame et que en fait, je vais venir l'enlever ici dans. Je crois que c'est enlevé automatiquement. Non, c'est pas enlevé automatiquement. Donc ici, j'ai Keylight. J'ai. Mais il m'enlève pas mon freeze frame. Ah, il est ici. Time remap. Ah, ben voilà. Donc, vous voyez que là, à ce moment-là, je me sers du footage qui lui a une perspective. Donc là, c'est sûr que ça combine les deux effets. Donc, à ce moment-là, ça fait plus tout à fait la même chose. J'aurais beaucoup de changements à opérer pour que ça fonctionne. Mais bon, donc, tu sais, à ce moment-là, il faudrait que lui, il est toujours... Hein, non, il est toujours pas affecté. Mais je pourrais venir dans ce cas-là le partir de beaucoup plus loin en arrière. Oups, pardon, sur les Z seulement. Et le mettre beaucoup plus loin. Et à ce moment-là, ça va être moins pire. Mais il va beaucoup plus vite que le carrier. Donc, c'est peut-être le carrier à ce moment-là qu'il faudrait que j'accélère en faisant un time stretch. Et je vais le mettre à 50%, voir. Non, le jet est vraiment rapide. C'est moi qui ai fait un time remap. Non, ça c'est... Non, il est à 100%. Bref, le but de l'exercice, c'était juste de vous faire comprendre que on peut utiliser l'axe des X, des Z pour animer. Et d'ailleurs, si vous venez ici dans les deux vues, et vous mettez dans une vue, et que vous mettez 4 vues, vous allez voir plusieurs vues, vous allez voir la caméra, vous allez voir de dessus, vous allez voir de devant, et vous allez voir de côté. Donc, vous voyez le point de départ et la destination. Donc, je pourrais venir dire à la destination ici, à la clé de destination, qui est dans le fond dans mes transforms sur les Z, en fait sur tous les axes, je pourrais dire, ben garde, je te veux moins loin. Et donc là, vous voyez que c'est sur le dessus. Donc, je pourrais dire, ben non, recule, dans le fond, je te veux beaucoup moins proche. Recule ici. Donc là, si je fais play,
Ça va avoir déjà plus de sens. Le problème, par contre, c'est qu'on voit que l'avion sort il sort du champ. Vous voyez, en fait, il sort de l'image, donc là, ça coupe. Donc, évidemment, c'est des choses aussi qu'il faut, quand on travaille en 2D, qu'il faut se préoccuper. Donc, j'aurais peut-être tendance à dire, ben, OK, on pourrait pas se servir de ça. La première idée était la meilleure. Ou sinon, ben, elle essayait encore une fois de jouer avec ça. Je vais enlever les clés de X et Y. Je vais garder juste Z. Et je vais déplacer l'avion en fonction d'être au bord du cadre à la place. Et je vais revenir en une view pour que la perte, la perte de l'image ne paraisse pas. Mais évidemment, à un certain point, de toute façon, on est un peu cuit là, parce que vous voyez que l'image, l'avion sort complètement de l'image. Donc, évidemment, c'est toutes des choses on peut remédier en changeant le timing, et ainsi de suite. Là. C'est pas pour rien que je vous faisais freezer au départ. Mais donc, de toute façon, quand vous travaillez avec des images, vous avez toujours le même problème, comme je vous dis, de dire, ben, on perd une perspective. Donc, si vous jouez beaucoup sur l'axe des Z, comme je le fais là, vous allez vous retrouver que souvent, il va y avoir des problèmes de perspective dans votre travail. Donc, vous voyez, on voit que ça coupe un petit peu ici. Mais au moins, on a un petit peu un changement de perspective. Fait que bref, c'est des choses qu'on pourrait travailler avec ou dire qu'on va vraiment tweaker. Il y a toujours moyen de tricher dans tout ce qu'on fait. Là, vous voyez, j'ai vraiment collé sur le bord. Fait qu'on vient comme de régler le problème que ça coupe parce que, évidemment, l'information qu'on perd se trouverait, dans le fond, hors du cadre. Fait qu'on est correct. Bref, tout ça pour dire qu'on peut ajouter ensuite le ciel en arrière. Et il faut savoir aussi que la priorité de la coordonnée 3D prévaudra sur la priorité des calques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben là, notre carrier, il n'est pas en 3D, mais notre avion, oui. Donc, si je vais chercher dans mon projet... non, excusez. Oups, j'ai pas fait la bonne chose. Windows... C'était... Attends. Donc, ouais, j'ai fermé l'Effects Control. Excusez, il faut aller dans Windows, Effects Control. Bon. En fait, il faut que je place cette petite flèche ici pour aller dans Project. Donc voilà, je retrouve mon Project. Et là, je disais, dans le fond, on va aller chercher ce qui s'appelle le ciel. Donc Sky, j'imagine. Sky. Voilà. Et je vais le mettre en dessous. Mais ce que je veux dire, c'est que si je mets ce Sky-là aussi, je vais le reculer un peu pour pas qu'on voit le fade-in. On va reculer un peu. Bon. Si je mets le Sky ici en 3D, et vous voyez, il apparaît par-dessus l'avion. Pourquoi? Même s'il est en dessous dans les ordres de calque, quand on travaille en 3D, c'est l'axe des Z qui va prévaloir sur la composition. Donc, si on regarde ici, mon avion se trouve en arrière sur l'axe des Z. Donc, il va prévaloir sur l'avion, même s'il est en dessous ici. Donc, l'ordre des calques n'est important que si vous ne travaillez pas en 3D. À partir du moment où vous travaillez en 3D, c'est votre axe des Z qui va déterminer si quelque chose est en avant ou en arrière. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'évidemment, pour le cas, je vais le reculer en arrière pour qu'on voit l'avion apparaître. Vous voyez que l'avion a apparu à partir du moment où je me retrouve en arrière. Poup, poup, poup. Voilà. Donc, je vais revenir en une vue. Donc, voilà. Et qu'est-ce que je veux faire? Je voulais faire quoi? Ajouter le ciel en arrière, l'animer d'abord en 3D, puis en scale. Attention, la priorité, ça, je l'ai dit. Et voilà. Donc, là, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais faire qu'on avance aussi dans le ciel. Donc, encore là, je pourrais faire qu'il suit un peu l'avion ou donner une impression. Donc, je pourrais le parenter, juste le parenter à mon avion, voir qu'est-ce que ça donne au niveau. Donc, vous voyez ici, je l'ai parenté à mon avion. Et les deux étant en 3D, ça veut dire que mon ciel devrait suivre le déplacement en Z de l'avion. Est-ce qu'on aime ça? On va aller voir. En une vue, on va faire un playback RAM en pesant sur 0 sur le menu keypad. Et oui, ça donne un effet intéressant. On dirait qu'on avance
dans le ciel en même temps que les avions arrivent. Voilà. Et donc, vous avez remarqué que j'ai fait une autre chose tantôt. J'ai copié, je ne l'ai pas expliqué, je vais le refaire. Donc, je vais revenir ici, je vais enlever ça et je vais aller dans ma composition qui s'appelle 3D. Donc, je vais double-cliquer sur... non, pardon, je vais faire un bouton droit et composition settings. Et je vais la remettre à, mettons, 30 secondes, ici, 30. Et je vais faire OK. Et donc là, vous voyez que si je déplace ça ici au-dessus, la visibilité va se rendre jusqu'à 30. Et on voit qu'il y aurait plus de contenu. T'sais, si je fais ça comme ça, on voit qu'on pourrait se rendre beaucoup plus loin dans le contenu. Et c'est pour ça, tantôt, je vous disais, ben non, mais j'en veux pas aussi long. Je veux pas que ça dure aussi longtemps. Donc, je voudrais ramener ça à 4 secondes. Donc, comment on fait ça? Ben, on pourrait retourner dans le Composition Setting et changer la durée. Ou on pourrait aussi venir sélectionner notre barre de Work Area, ici. Pardon, et la réduire jusqu'à 4 secondes. Donc, je pourrais mettre mon curseur à 4 secondes. Pardon. Et snapper mon Work Area dessus et faire bouton droit dessus et faire Trim Comp to Work Area. Et ce que ça va faire, c'est que ça va couper ma composition à la durée que j'ai mis de mon work, dans le fond, de mon Work Area qui est ici. Okay? Et donc, voilà, je me retrouve avec une composition de 4 secondes d'avion qui se déplace avec un fond de ciel. Alright. Donc, ça dure 4 secondes maintenant. Tu sais, évidemment, si je voulais que tout ça soit accéléré, je pourrais mettre ma composition dans une autre composition. Donc, je vous donne un exemple. J'ai une autre composition. Je vais dire mettre 3D rapide. Et je vais... Vous voyez, j'ai cette nouvelle composition-là. Et rien ne nous empêche de mettre cette composition-là, notre ancienne composition, dans la nouvelle. Donc ça, c'est un peu comme dans Photoshop, des groupes dans des groupes. Il n'y a aucun problème de faire ça. Encore une fois, je vais réduire ma nouvelle composition 3D rapide à la longueur de ma composition 3D tout simplement. Je vais faire Trim Comp to Work Area. Et donc là, vous voyez, j'ai, dans le fond, la composition 3D se trouve dans la composition maintenant sous la composition 3D rapide. Donc, c'est un peu comme si j'avais mis 3D dans 3D rapide. Et elle est représentée ici dans le temps. Et donc, je pourrais encore une fois utiliser des effets là-dessus. Et je pourrais faire un time stretch et dire, mettons, mais je veux que ça soit 50%, donc la moitié de la durée. Et vous allez voir maintenant que ma séquence va arriver beaucoup plus rapidement. OK? Donc, à ce moment-là, 3D est une sous-composition de la composition 3D rapide. Alright, créer un parallaxe en VFX un peu, c'est toujours intéressant, c'est quand même un bon exercice pour comprendre un peu les 3D. C'est qu'un parallaxe, c'est un effet qui a été utilisé à l'époque pour créer des fausses perspectives où on va mettre différents plans à différentes positions par rapport à la caméra. Et donc, si on déplace la caméra, on ressent un effet de fausse perspective. Donc, on va utiliser Keylight pour enlever le bleu au besoin. Mais en gros, on va prendre les 3 images BG Sky Parallax que vous pouvez trouver dans les documents, dans les dossiers de Teams. Donc, vous allez avoir... attendez, je regarde les noms, si c'est les bons. Bon, en fait, ce n'est pas le bon nom. Là, si vous regardez dans le dossier que je vous ai donné, vous avez plan arrière, plan avant A, plan avant B et BG. Donc, A, B, C et D. Donc, c'est ces 4 images-là qu'on va importer dans After Effects. Donc, je vais aller dans mon projet ici. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler Parallax, dans lequel je vais venir mettre mes 4 images. Voilà. Et donc, je vais créer une composition avec ça. Donc, je vais commencer par le BG que je vais aller mettre dans une composition pour créer la composition. Et je vais juste vérifier que ma nouvelle composition a les bonnes dimensions. 1280 par 720. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Je pense que oui, pour cet exemple-là, c'est ce qu'on va utiliser. Parfait. On va utiliser ça. Donc ça, c'est mon fond. Mon fond ne bougera pas. C'est juste pour donner une couleur de fond. Ensuite de ça, je vais prendre A, B et C et je vais les mettre dedans. Et je vais mettre le BG par-dessus. Donc, je vais me retrouver avec, vous allez voir, plusieurs images. Une
On va y aller dans l'ordre. Donc, celle en avant qui va être une espèce de fond de corail. La deuxième qui va être une espèce de fond bleu dans la distance. La troisième qui est des montagnes au loin. Et la quatrième qui est le background. D'accord? Donc, on va tout foutre ces beaux petits layers-là en 3D. On va s'amuser à faire un parallaxe. Donc, un parallaxe, il y aurait plusieurs façons de le faire. On pourrait, par exemple, tous les mettre. La première façon, ce serait de tous les mettre à une distance plus grande de la caméra. Donc, je vais mettre en For Views, comme ça. Et donc, je vais aller mettre celui qui est le plus proche, donc lui en avant. Donc, lui, c'est celui, comme je disais, qui est supposé d'être le plus proche. Donc, A. Donc, je vais aller le sélectionner et je vais le déplacer vers l'avant. OK? Et je vais le relever un petit peu, juste pour qu'on le voit comme ça ici. Bon. Ensuite, le deuxième, le B, je vais le laisser où il est. Le C, je vais le reculer, comme ça ici. Oups, j'ai-tu le bon? Ouais. On ne le voit plus parce que, encore une fois, il est trop bas, je pense, quand je le recule. Non, il est en arrière de l'autre, excusez. Et je vais aller reculer, évidemment, le background vraiment, vraiment plus loin. Là, évidemment, on se retrouve que, comme vous voyez ici, si je retourne dans la une vue, une vue, vous voyez qu'il y en a qui sont pas suffisamment grands parce que je les ai reculés. Évidemment, quand je les recule, ben avec la perspective, ils rapetissent, hein? Fait que donc, je vais aller les agrandir pour qu'ils soient plus grands. On va les faire dépasser en masse, en fait, de notre caméra, de notre cadrage. Donc, elle aussi, même chose, je vais l'agrandir un petit peu, comme ça. Et celle en avant est déjà un petit peu plus grande. Bon, et il reste le BG que je vais agrandir aussi. Maintenant, vous voyez que si je retourne, juste pour vous rappeler, en 4 vues, on voit qu'ils sont tous distancés. Background, le C, B et A, et ils sont tous distanciés vers l'arrière. Donc, ça va donner une perspective. Et donc, si j'ajoute un nul, un nouveau nul, je vais ajouter un null object, et je vais l'appeler déplacement. Et que je viens prendre tout ça et le parenter à mon déplacement. Vous allez voir que si je prends le déplacement, que je m'approche un peu, je vais le mettre en 3D lui aussi, et que je le déplace sur les X, ça va créer un effet de parallaxe. Je vais juste vous le montrer dans OneView. Donc, je vais aller ici, je vais faire Transform et je vais faire Separate Dimensions. Et regardez bien, regardez bien ce qui va se passer quand je déplace le nul. Vous voyez, ça donne une impression de parallaxe. C'est-à-dire que le layer qui est en avant se déplace plus vite. Le layer qui suit se déplace un peu moins vite. Les montagnes se déplacent un peu moins vite. Et donc, on a l'impression d'un mouvement. Évidemment, si je veux accentuer ça, bien évidemment, je pourrais aller chercher mon layer A et le rapprocher en Z beaucoup plus. OK? Et donc, plus il est proche, plus il va se déplacer vite. Et je vais faire la même chose pour les autres. Voilà. Et les montagnes. Ben, les montagnes, je vais laisser comme elles sont, je pense. Et je vais juste, par contre, les élever un peu. Bon, voilà. Et donc, vous allez voir maintenant que si je déplace le nul, qui est parent de tout, sur les X, bien évidemment, mon calque qui est en avant se déplace vraiment beaucoup plus rapidement que les autres en arrière. OK? Donc là, évidemment, vu que je déplace le nul, ça les déplace tous. Si on regarde 4 vues et qu'on regarde ici le dessus, vous allez voir que quand je déplace mon nul sur les X, vous allez voir que tous se déplacent à la même vitesse. En réalité. Mais vu qu'il y en a qui sont plus loin, ben, ils paraissent aller moins vite que ceux qui sont plus proches. Donc, si vous voulez vraiment le faire, vous pouvez replacer le BG à 12 000 sur l'axe des Z avec un scale de 600. Vous pouvez placer le plan C à 1000 avec un scale de 100. Et ainsi de suite. Placer l'autre à 0 sur l'axe et l'autre à moins 2000 avec un scale de 50. Et vous animez le nul.
On pourrait faire ça d'autres façons. Je vais me contenter de ça. Et maintenant, à la place de faire une animation de déplacement avec un nul, on va enlever le nul et on va ajouter une caméra. Donc, vous allez faire New, vous allez faire Caméra. Et donc, on va la laisser par défaut, comme elle est là. Et vous allez voir maintenant qu'il y a une caméra. Et cette caméra-là, je peux la déplacer en hauteur, en largeur et en profondeur. Donc, je pourrais faire le même effet. Cette fois-ci, j'ai pas besoin. Et en fait, c'est plus comme ça qu'on fait d'habitude. C'est qu'on ne touchera pas on déplacera pas nos calques. On va aller déplacer notre caméra. Donc, encore là, je vais séparer ces dimensions. Et vous allez voir différents effets qu'on peut obtenir. Premièrement, si je la déplace en Z, vous voyez que ça donne encore une fois un effet de perspective. Vous voyez que on a l'impression de rentrer dans le décor. Et si je la déplace en Y ou en Z, ben, pas en rotation, pardon, position seulement. Ah, c'est parce que j'ai un intérêt. Là, à ce moment-là, il y a une rotation qui se passe. Ça fait vraiment étrange comme effet. C'était pas le but. Et même chose, si je déplace en X, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi ça pivote? On va aller voir en 4 vues. Et vous allez voir qu'est-ce qui se passe quand je la déplace. C'est qu'il y a ce qu'on appelle un target, un objectif. Vous voyez que l'objectif reste là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, je pivote autour de cet objectif-là. Et donc, ça donne une rotation à ma caméra. Donc, vous la voyez ici, elle pivote aussi. Et donc, ça donne un drôle d'effet de perspective. Et donc, ça, c'est quoi le truc? C'est à cause du point d'intérêt. Donc, le point d'intérêt ici va être ce qui donne l'impression de panner ou de faire une rotation. Donc, si je veux déplacer ma caméra et donner l'impression qu'il y a un effet de parallaxe, le mieux, ça serait en fait de faire des clics sur le point d'intérêt et sur la position, exemple, en X. Je vais m'en aller plus loin. Attends, au début, je veux juste être sûr que je suis suffisamment à gauche. Donc, je vais tasser ma caméra à gauche. Et donc là, vous pouvez faire une multi-sélection dans votre scène en cliquant sur le point d'intérêt et en tenant Shift et en cliquant sur la caméra. Et à ce moment-là, si je me souviens bien, les deux vont être lockés. Voilà. Donc, vous voyez, là, on a l'effet de parallaxe. Donc, je vais la déplacer un peu à gauche. Jusqu'ici. Et en fait, je vais agrandir un autre layer. Je vais agrandir mes layers. Et je vais aller à la fin et je vais la déplacer à droite. Comme ça. Et voilà. Et donc là, vous voyez que si on retourne dans une vue, il y a du noir parce que nos calques sont probablement pas assez grands. Le A, oui. Le B, non. Fait que je vais l'agrandir. Comme ça ici. Je vais le déplacer un petit peu en hauteur. Comme ça. Le C, même chose. Je vais l'agrandir. Et je vais le déplacer une petite affaire en hauteur. Et le background, je vais l'agrandir aussi. Et c'est beau. Donc, vous voyez maintenant, c'est une caméra qui se déplace et qui crée l'effet de parallaxe. Donc, encore là, si on regarde en 4 vues, on voit qu'on a nos différents calques en profondeur, mais que c'est la caméra qui se déplace et crée l'effet de parallaxe. Je sauve, en fait. Je vais faire un file, save, increment and save, et on va continuer ainsi. Donc, on continue avec le motion blur. Le motion blur est très important si vos calques se déplacent rapidement. Donc, pardon, si vous faites une animation de mouvement, ça ne s'appliquera pas si c'est une image fixe. Mais si vous animez du texte, si vous animez des images, ben, le motion blur va donner un flou de mouvement qui va sembler plus réaliste. Donc, exemple, dans notre cas de composition ici, si je fais ça ici, ça ne bouge pas très rapidement. Donc, un motion blur ne paraîtra pas vraiment. Okay? Donc, je vais juste pour le fun faire un petit quelque chose. On va aller mettre ici One View. Et je vais rajouter un texte. Je vais appeler ça parallaxe. Je ne me souviens pas si ça s'écrit avec 2 R, 2 L ou whatever, mais parallaxe. Et ce sera suffisant. Donc, vous voyez, j'ai un nouveau layer de parallaxe ici. Je vais le mettre en 3D aussi pour qu'il suive un peu la caméra. Et donc, mais lui, je vais le faire déplacer super rapidement. Donc, je vais aller dans mes transforms, je vais le sortir à gauche. Pardon, j'ai pas la bonne sélection. Je vais donc barrer tout sauf ce calque-là. Je vais le déplacer ici. Je vais faire une clé de transformation de position. Et je vais juste aller rapidement à 2 secondes
Et où d'ailleurs, 30 secondes, c'est un peu long là, pour un parallaxe. Mais je vais le déplacer super rapidement ici vers la droite. Oups, pardon, comme ça. Donc vous allez voir que mon texte va quand même se déplacer assez rapidement. Et il passe en arrière de l'espèce de petite bosse bleue, ce qui est très drôle. Donc évidemment, ça paraît pas tant parce que ici je suis en quarter view. Mais si on tentait full et très proche, vous voyez que ça donne l'impression que ça, ce qu'on dit en anglais, c'est strobé. On dirait que ça donne des coups quand ça passe. Donc, pour éviter ça, il y a quelque chose de pratique qui s'appelle le motion blur. Donc, pour activer le motion blur ou le flou de mouvement, on vient ici en haut et vous allez voir qu'il y a ici quelque chose qui s'appelle Enables Motion Blur. Donc, si je clique là-dessus, ça dit maintenant qu'il va calculer le motion blur pour ma scène, mais il faut aussi que je dise pour quel calque. Donc, il faut que je l'active dans mes calques. Vous voyez, quand je l'active, ce qui se passe, c'est bien flou parce qu'il y a un flou de mouvement. Mais donc, je peux l'activer pour chaque calque, comme ça. Et si je le désactive en haut, c'est qu'il ne me le montrera pas. Il ne fera pas le rendu. Donc, c'est une façon juste de ne pas venir. Tu sais, si on ne veut pas le voir parce que ça prend du temps à calculer, au lieu de venir l'enlever dans tous nos calques, on fait juste l'enlever ici en haut et il ne sera pas calculé. Donc, je l'active ici. Et vous allez voir maintenant, si je fais un playback, il va le calculer, il va le mettre en mémoire. Et vous voyez maintenant qu'il y a un flou de mouvement, ce qui fait que quand ça va jouer, quand ça va rejouer par après, ça donne moins l'impression de ce qu'on appelle du strobing, donc de sauter à l'écran. Donc là, c'est sûr que ça recalcule, ça saute à l'écran, ça ralentit. Donc le motion blur très pratique pour donner un peu une impression de flou de mouvement, comme si dans la vraie vie, comme quand je fais ça avec ma main, bon, on dirait que ma main se duplique et devient comme smeary, là, ou blurry, ou flou, et bien c'est le même principe. Le retiming, le rythme étant trop lent, nous allons réduire la durée de nos précompositions en 4 secondes. Donc on l'a déjà fait tantôt. Il y a différentes façons de le faire. On peut faire des accélérations et des réductions de temps. Il y a toutes sortes de façons de le faire. Comme je vous disais, une des façons de le faire, c'est tout simplement, si je veux que tout ça soit plus rapide, ben, je pourrais venir sélectionner tout ça, tous les calques et dire fais-moi un time remap. Je pourrais créer sinon ce qui est mieux, prendre la composition que j'ai faite là, que je vais renommer, pardon, parallaxe, et de la mettre dans une autre composition que je vais dire, mettons, parallaxe, et que je vais la renommer, et que je vais la renommer parallaxe, mais plus rapide. Donc là, elle se trouve ici, et là, je peux le faire sur toute la sous-composition parallaxe, ici, en faisant bouton droite, time, et time stretch, et je pourrais dire, hey, regarde, c'est bien trop lent, fais-moi ça 4 fois plus vite à 25%. Et donc à ce moment-là, ma composition va être beaucoup plus rapide. Soit dit en passant, à force de faire des rendus, quand vous faites le 0 sur le numérique keypad, sur le clavier numérique, vous voyez qu'il y a une petite barre verte qui se calcule. Donc il met en mémoire. Mais à la longue, ça remplit toute votre mémoire. Ça peut faire que votre ordinateur devient très très lent. Donc si ça arrive, vous allez dans Edit et vous faites Purge et vous faites Image Cache Memory. Donc à ce moment-là, il va enlever tous les rendus en mémoire. Donc là, je perds mes rendus, mais ça va libérer de la place pour votre ordinateur. Et donc, vous allez pouvoir réemmagasiner d'autres rendus. Donc voilà. Donc voilà, il y a toutes sortes de façons de faire des time stretch. Je vais vous en montrer un autre aussi qui est le time rematch. Je vous l'avais montré la dernière fois. Mais juste pour vous montrer qu'on peut faire même des ralentissements par rapport à une partie du footage ou une section du footage. Donc je vais aller chercher dans les médias le stun short. Je pense que je vais vous le donner. Attendez une seconde. Je vais le trouver pour vous le remettre aussi. Ok. Petit instant. Donc il est là. Donc stun short, vous allez le chercher, vous l'ajouterez comme ça ici. Et on va créer une nouvelle composition à partir de stun short. Donc on va la mettre dans une composition en bas. Et ça va l'ouvrir. Et si je fais play, vous allez voir que c'est un gars qui fait deux gars qui font des sauts à moto et qui atterrissent. Donc ça joue en temps normal, comme ça. Et mettons, je voudrais faire, bon, ok, on s'en fout du début un peu. On veut que ça roule. Puis là, quand il commence à flipper, on veut que ça ralentisse.
Puis on voudrait après ça qu'après le ralenti, tiens, on va ralentir quand ils font comme leur coup de pied, ici. Puis après ça, on va réaccélérer. Okay? Donc, comment on ferait ça? Ben, il faut utiliser Time, Enable Time Remapping. Et Time Remapping, il vous rajoute des clés pour indiquer le 1, le 0% et 100% de votre séquence, mais vous pouvez en ajouter plein dedans. Donc, je vais venir ajouter une clé ici, parce que c'est là que je veux que ça commence. Et je vais rajouter une clé ici, parce que c'est là que je veux que ça finisse. OK? Et donc, qu'est-ce que je veux faire? Je veux décélérer la partie qui se trouve entre ces deux clés-là. Je veux que cette partie-là dure plus longtemps. Donc, si je fais play, là, la partie qui étend leur pied, je veux qu'on ait le temps de la voir. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais l'étirer. Donc, je vais prendre ce point-là, je vais reculer, et je vais prendre ce point-là, je vais le réavancer, et je vais ainsi allonger. C'est comme si je prenais ça, les points qui étaient à tel endroit, et que je leur disais étends la partie entre les deux et rapetisse donc la partie à l'extérieur. Donc, vous voyez que. Donc, on a accéléré le début, on ralentit le milieu et on réaccélère à la fin. Donc, c'est tout simplement ça qui se passe. Et en déplaçant ces points-là, c'est comme si je déplaçais le frame associé. Et donc, c'est très important quand vous établissez vos clés, de les établir au bon endroit avant, de les déplacer. Tu sais, à la rigueur, là, je pourrais vraiment exagérer. Vous allez voir que là, ça va aller super vite au début, puis ça va rester vraiment longtemps dans le saut, puis ce qui est rendu plus intéressant, c'est exagéré. Et évidemment, mais quand vous faites ça, l'ordinateur ne réinvente pas de métrage. Il ne sait pas, lui-là, il ne peut pas inventer ce qu'il y a entre les deux frames. Fait qu'évidemment, vous allez avoir ce qu'on appelle des duplicate frames. Vous voyez? 1, 2, 3, oups, ça a changé. 1, 2, 3, oups, ça a changé. Fait que donc, il y a beaucoup de répétitions. À moins que vous ayez tourné cette séquence-là en 120 images par seconde ou en 240 images par seconde, dans quel cas, évidemment, ben là, si on part de ça et qu'on va à du 30 frames seconde, on aurait suffisamment d'informations pour le faire. Donc, exagérez pas trop. Faites comme ça. Voilà. Fait que ça, c'est le time remap. Ok, la caméra, ben, je l'ai déjà montré, dans le fond, on a mis une caméra et on l'a déplacée, on peut réajuster en fonction, et comme j'expliquais aussi, on a plusieurs vues ici, on a Active Camera, on pourrait choisir, on va retourner d'ailleurs, attendez, dans Parallax, donc j'ai ma Active Camera ici, je pourrais dire, je veux voir du front, left, je veux voir du top, donc c'est comme toutes les vues 3D. Mais je vais laisser dans Active Camera et je pourrais aussi dire je veux deux vues. Et vous voyez ici j'ai top et j'ai Active Camera. Et je pourrais venir ici, je pense dans top, je ne me trompe pas, cliquer dessus et choisir à la place back ou peu importe. Donc ça nous ajoute des vues qui nous permettent de mieux contrôler. Comme je disais tantôt, c'est plus facile de jouer avec la caméra ici parce que elle est barrée, mais je pourrais venir la sélectionner et plus facilement jouer avec et voir les résultats à droite dans mon Active Camera. Importer des séquences 3D. Vous pouvez importer des séquences 3D de deux façons. Ouais, des séquences 3D ou peu importe quelle séquence. Je vous l'avais déjà montré, je pense que si vous avez une séquence qui est dans un dossier, vous pouvez tout simplement importer le dossier. Sinon, vous pouvez aller chercher avec Import Sequence. Donc, on va regarder tout de suite. Juste aller voir, j'ai une séquence 3D ici. Donc, on a deux choix. Vous voyez ici dans mon dossier, j'ai une séquence. Oh, pardon. J'ai une séquence 3D qui se trouve complètement dans un dossier. Quand c'est le cas, je pourrais venir dire à pardon, After Effects, je pourrais dire, regarde, prends cette séquence, prends le dossier, tout ce qu'il y a dedans, faisant une séquence. Et vous allez voir que maintenant, tout ce qui a été importé de ce dossier-là est considéré qu'une séquence de 0 à 100. Et si je crée une composition, on va voir qu'il y a une sphère qui se déplace dans l'image, de gauche à droite. Il y a une autre façon de le faire, c'est faire bouton droit ici dans le projet, dans le vide, et faire importer File. Et là, je peux aller dans le dossier. Et je pourrais aller dans ma séquence 3D, cliquer sur n'importe lequel des fichiers de la séquence,
et m'assurer ici de cliquer que c'est une séquence. Donc, target sequence, ça peut être PNG sequence, peu importe. Je lui dis juste que c'est une séquence et je fais import. Et il va me demander une option. Et ça, cette option-là, c'est important. Quand vous importez du 3D, pardon, il va vous proposer une option d'import. Et dans quel cas, il faut généralement choisir du prémultiplié si c'est du 3D qui a été rendu sur un fond noir. Et c'est le cas ici. J'ai une sphère sur fond noir, donc je vais lui dire utilise prémultiplié pour dire à l'anti-aliasing ou la transparence, ben, la transparence qu'il y a dans ton rendu, elle a été faite sur fond noir, donc il faut pas la multiplier parce qu'elle a déjà été prémultipliée. Donc en faisant OK, cette séquence-là, vous allez voir maintenant la différence. Je vais recréer une autre composition et je vais mettre un solide blanc, comme ça, en arrière. Donc, voilà. Et vous voyez ici qu'elle est transparente. Et je vais retourner en l'autre, je veux dire que le noir devient transparent. Donc je vais faire la même chose avec mon solide blanc. Ouais, solide, je vais le mettre dans l'autre. La seule différence qu'il va y avoir, elle n'est pas très évidente. Je vais me remettre en One View. Là. Ça va être dans la découpe de l'anti-aliasing autour. Donc, je ne sais pas si vous voyez la différence. Là, je vais vraiment zoomer. Là. OK. Regardez la différence entre ici et là. Elle est très subtile. Mais vous voyez ici que le mauve reste mauve et qu'il y a un dégradé de transparence avec le blanc du fond, tandis qu'ici, il devient comme gris. Parce que vu qu'il n'est pas prémultiplié, il pense que le noir qu'il y a dans la transparence appartient à l'image, que s'il faut le garder. Donc, ça ne fait pas grande différence, mais dans certains cas, si vous voyez que vos objets ont un drôle de halo noir autour, ça fait quand même une différence, là, on le sent un peu. Il faut avoir l'œil, là. Mais on le sent. Donc, si vous importez du 3D qui a une ligne noire tout autour, assurez-vous d'aller sur votre séquence, faire bouton droit, aller dans Interpret Footage ou CTRL-ALT-G et assurez-vous qu'il est en prémultiplié. Et donc, à ce moment-là, la ligne noire va disparaître. Donc, évidemment, la transparence vient du alpha channel. Donc, si je regarde, si j'enlève le white solid et je regarde juste ma séquence ici, que je viens mettre l'alpha, ici dans les petites couleurs, je pourrais aller voir alpha, qu'est-ce que c'est. Et il me montre justement que j'ai un alpha qui me dit que ça, c'est opaque en blanc et que ça, c'est transparent en noir. Et donc, il va utiliser cette information-là pour faire la composition de mon layer 3D sur le fond blanc. Il est aussi possible d'importer des objets 3D. Bon, là, je n'irai pas jusque-là. Je pense pas que vous allez vous servir de ça souvent. En fait, c'est des formats d'objets cinéma 4D. Je vous dis que ça existe, mais il s'agit tout simplement des drag and drop dans votre fenêtre de projet. Est-ce que j'en ai un? Je pense pas. Je vais regarder. Oui, il semblerait. Est-ce que ça va marcher? Je vais le tester rapidement. Ici. Donc, on y va avec C4D que je vais mettre tout simplement. Je vais le mettre dans ici, dans mon projet. Attendez. Ça va être plus long à importer sûrement. Pardon. Je vais faire pause, je reviens. Donc, voilà. Ça a pris du temps. On l'a ici en C4D. Je vais créer une nouvelle composition avec ça dedans. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce que ça fonctionne? Oui, le voilà. Donc, vous voyez que j'ai un objet 3D dans ma scène. Donc, Maximum Cinema Layer Size must match composition and use default transform values. Donc, voilà, vous avez votre objet dedans, votre objet 3D qui est là dans votre scène. Donc, en gros, j'ai pas joué beaucoup avec ça parce que vous voyez, comme quand que vous l'importez, il ne faut pas que vous touchiez vraiment aux paramètres et il faut venir plutôt ici jouer avec Cineware by Maxon. Donc, je vous dis juste que ça existe. Il y a très peu de projets qui vont vous demander du 3D, honnêtement. Si jamais c'est le cas, vous irez faire des recherches en temps et lieu, mais c'est pas quelque chose que même moi je me suis servi. Donc, voilà. Pour le devoir, ben, je vous demande de créer un parallaxe en 640 par 480. Donc, vous n'avez pas besoin, vous allez avoir moins d'espace vidéo, donc vos images devraient être beaucoup plus grandes. Donc, vous pouvez réussir à faire un parallaxe. Vous pouvez même répéter les images qui ne sont pas assez grandes, qui sont supposées être tileable, donc vous êtes supposé être capable de les mettre une à côté de l'autre et qu'elles font comme des tuiles qui se répètent.
Donc ça, ce que vous faites, c'est que vous prenez la même image et vous la dupliquez, vous la mettez à côté directement, et vous ne voulez pas rentrer dans un nul, et ça va faire que quand vous allez vous déplacer votre caméra, ben, ça va juste continuer à l'infini. Et donc, travailler en 640 par 480 avec les 4 images dans le dossier sur Teams, mais comme je disais, vous pouvez répéter, les images ne sont pas assez grandes. J'ai un lien ici à YouTube sur quelque chose que je ne sais même pas c'est quoi. Hey guys, it's Flatback Ah, Effects here. ouais, c'est une vidéo qui vous montre un peu des exemples de parallaxe. Mais c'est en anglais, donc je vous demanderais d'ignorer ce lien-là. De toute façon, je vous ai tout montré, vous n'avez pas besoin d'en savoir davantage. Donc oubliez ça, je vais enlever ça de mon PowerPoint, ça sert à rien, c'est en anglais. Faites juste écouter mon cours, ça va être suffisant. Donc voilà, c'est tout pour le 8e cours. Je vous remercie et j'espère que tout va bien aller. Ciao!